Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, soyez les bienvenus dans ce 24/7. Je suis sur ce plateau avec Evrard Kasumba. Bonsoir Evrard. Oui, bonsoir Chrissy Machona. Au programme de cette édition rétrospective de la semaine, nous reviendrons sur l'assouplissement des mesures de prévention contre la Covid-19 par la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus. Parmi ces mesures, l'on note qu'il n'y aura pas de couvre-feu pendant les fêtes de Nouvel An. Également au programme, le constat de nos reporters sur la vente de jouets dans les marchés de la capitale à quelques jours de la célébration de la fête de Noël. En diplomatie, nous reviendrons sur la signature du protocole de collaboration énergétique dit boucle de l'amitié entre la RDC et la République du Congo. Les présidents des deux pays, Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont assisté à la signature de ce protocole d'accord lundi au Palais du Peuple. La semaine qui vient de s'achever a aussi connu plusieurs événements malheureux. D'abord, la chute d'un baobab de plus de 100 ans à Mpila qui a occasionné de nombreux dégâts matériels et un décès. Un autre mort a été enregistré à Jeanne-Vial au cours d'un accident de circulation et à Mongali, c'est un soudeur qui a trouvé la mort en plein travail. Merci d'être avec nous. Nous serons ensemble au moins pendant 45 minutes. Dans l'actualité ce soir, nous vous parlerons d'abord de l'ambiance qui a régné à Brazzaville ce week-end après les nouvelles annonces des autorités congolaises sur la situation sanitaire, notamment le couvre-feu. Le couvre-feu à 20 h, les week-ends et jours fériés à Brazzaville et Pointe-Noire a été repoussé. La dernière réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie coronavirus Covid-19 a décidé de repousser le couvre-feu pour 23 h. Notre rédaction a mis une caméra dans la rue pour voir comment les Brazzavillois ont passé ce premier samedi sans couvre-feu à 20 h. Les notes de reportage sont de Giscard Maungu et Vulpion Kenzo. C'est le premier samedi après que le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire a été repoussé à 23 h. Avant, à 7 h, des klaxons de véhicules pressés par le couvre-feu de 20 h allaient retentir. Là, rien. Les esprits sont un peu plus apaisés. Nous allons à Wendy, à l'arrêt de bus de Mampassi. Là, je suis juste à Mampassi. Mais nous voyons les commerçants sont juste que là, il est pratiquement 21 h, donc ça nous fait énormément plaisir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont juste le soir. Mais avant, ils finissaient avec 19 h, déjà, ils commencent à fermer. Par contre, depuis 18 ans, il n'a pas vendu. Mais à 20 h, là, il faut encore faire, ça faisait beaucoup de problèmes. Il y a encore du beau monde, alors qu'il est 20 h 30 passé. Depuis le vendredi, la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 a assoupli certaines mesures à Brazzaville et à Pointe-Noire et l'idée de renvoyer le couvre-feu à 23 h au lieu de 20 h les week-ends et les jours fériés est bien accueillie. Nous avançons vers le quartier 753 à Windsor. À 7 h, d'habitude c'est le désert. Là, ils y sont encore pour vendre en toute quiétude, loin des pressions du couvre-feu. Chaque samedi, dimanche, vraiment, on s'inquiétait. 20 h en fer, on commence parfois à 14 h. Pendant 6 h du temps, on est gagné. Autre quartier, même sentiment d'apaisement. À Matungé, à Mongali, Zozo peut souffler. Fermer son commerce avant 20 h équivalait à un manque à gagner certain. Quand c'était à 20 h là, nous on souffrait beaucoup. Il y avait vraiment un manque à gagner. Donc ça arrivait qu'à la fin du mois, on arrivait même pour à payer le loyer, on tournait aussi à crédit, mais les emplois, on arrivait aussi à payer les employés aussi. Parce que c'est un week-end, donc les samedis et dimanches, que nous les commerçants, on essaie aussi de vendre parce que tout le monde est à la maison. Ce que nous avons aussi croisé chez Zozo ne se prive ce plaisir de retrouver un peu plus de liberté. Certes, la maladie existe bel et bien,
Mais quand même, la liberté, c'est quand même quelque chose de cher pour les citoyens congolais. Vraiment, ça arrange tout le monde parce que avant, dès 18h, 19h, il faut déjà dégager parce que l'embouteillage, vu les conditions des voies et tout, mais sinon là, on est très ravis. Certains veulent encore voir loin la levée définitive du couvre-feu, comme dans les 10 autres départements du pays. Les nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier 2022 sont déjà là, comme un test grandeur nature de nuit, sans couvre-feu. Lundi dernier, nous vous avons parlé de la vie en danger d'une fillette de 4 ans, Chancelvi, tel est son prénom, issue des parents souffrant des troubles mentaux. Sa vie est en danger, signale-t-on Nkayi. Voyez ce reportage de notre correspondant Aurélien Diengue. Nous sommes dans la ville de Nkayi. Ngoubili, ici présent, et son épouse souffrent de troubles mentaux. Ils ont eu la chance de mettre au monde une fillette qu'ils ont dénommée Chancelvi. Malheureusement, cette fillette qui aura bientôt 4 ans n'a pas de chance de vivre heureuse, comme tous les autres enfants du monde. Toujours collée à ses parents, elle n'a pas droit à l'éducation, à la santé et bien d'autres droits reconnus aux enfants. Elle est dans une situation de danger permanente. Il y a 1 an de cela, Chancelvi présentait une santé précaire. Le couple avait disparu de la ville et pour cause. C'est moi-même qui avais amené l'enfant à Pointe-Noire. Dès que j'étais arrivé à Pointe-Noire, qu'est-ce que les gens de là-bas me disaient? Non, pas amener au service social pour essayer un peu de solliciter la santé de l'enfant. On a donné quand même des dons, des choses à manger. C'est là que l'enfant commence à grandir petit à petit. Je ne voulais pas refuser de donner l'enfant à service social. Parce que c'est le service social qui donne souvent l'aide par la population. Ngoubili souhaite que soit un orphelinat prenne en charge son enfant. Donner l'enfant au orphelinat, ça résiste. Sauf c'est la possibilité. Sinon, orphelinat, il ne peut pas refuser l'enfant. Mais moi, dès que je trouve, non, j'ai plus de moyens. Il fallait un peu de penser orphelinat pour prendre l'enfant, que je sois libre. Parce que je vais encore mettre deuxième fils au monde. Une question que l'on peut se poser, Ngoubili ou son épouse, ont-ils des parents? Où sont-ils? Que font-ils par rapport à cet enfant? Si Chancelvi n'est toujours pas récupéré par les services compétents, acceptons tous d'être en situation de non-assistance à personne en danger. Le Congo et la République démocratique du Congo mettent dans la main dans la collaboration énergétique. Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la RDC, était lundi au Palais du Peuple pour assister à la signature du protocole de collaboration énergétique. Le Congo et la RDC mutualisent les efforts énergiques dans le cadre du développement industriel de leurs pays respectifs. Les notes de reportage sont signées de Giscard Maungu et Anissé Mongala. L'union fait la force. Le projet Boucle de l'amitié énergétique se situe justement dans cette logique. Le projet qui nous réunit ce jour vise à créer une boucle électrique, baptisée Boucle de l'amitié énergétique. Cette boucle reliera la centrale électrique du Congo, située à Pointe-Noire, en République du Congo, le barrage hydroélectrique de Inga, en République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la ville de Brazzaville, capitale de la République du Congo, et enfin la ville de Pointe-Noire, en République du Congo. Le Congo et la RDC mettent dans la main dans la collaboration énergétique. Voilà qui devrait densifier l'offre énergétique. Et c'est d'ailleurs Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ont signé le document. Grâce à la création de cette boucle,
devrait naître un véritable écosystème énergétique sous-régional, permettant de rendre beaucoup plus agile le développement des chaînes de valeur des différents projets énergétiques de la sous-région, voire au-delà. Ce qui se fait est un acte de développement parce que développement nécessite énergie pérenne et en quantité. Il convient de noter que l'existence et l'opérationnalisation de la boucle permettra d'écouler les énergies actuelles et futures vers la boucle et vers les consommateurs de la sous-région, et donc de valoriser l'immense potentiel énergétique de notre sous-région. Voilà, qui est de l'augmentation de l'offre énergétique, et les villes concernées pourront se frotter les mains. En réalité, c'est un acte de portée historique, a reconnu Bruno Jean-Richard Itois. Le moment que nous vivons est, n'ayons pas peur du mot, réellement historique. Sous nos yeux s'inscrit en vérité une page de l'histoire de notre sous-région. Un pas important de la transformation économique et industrielle peut désormais être franchi, indubitablement, inexorablement, irréversiblement. Reste à vivre les dividendes de ce projet électrique pour les deux pays. Les populations des trois villes, Kinshasa, Brazzaville et Pointe-Noire, sont souvent abusées de coupures de fourniture électrique. Et très souvent aussi, certaines sociétés accusent le coût à cause de l'offre énergétique, qui n'est pas souvent en quantité. Que s'est-il réellement passé à Mungali? Un monsieur a trouvé la mort dans un atelier de soudure pendant qu'il s'évertuait à souder la roue d'un véhicule poids lourd. Christy Machona. Oui, Chikas, la forte détonation a alerté le voisinage qui a cru à une explosion d'une grenade. Les détails dans ce reportage de Théodore Balosa. Doit-on parler d'une erreur professionnelle? En tout cas, un scieur a trouvé la mort dans son atelier de soudure pendant qu'il avait quasiment bouclé sa journée. L'infortuné a tenté de souder un pneu non dépompé d'un véhicule poids lourd qui a explosé à cause, bien évidemment, de la chaleur. La scène se passe à Mungali, sur la rue Kouyou, à quelques mètres d'un marché de fortune situé sur la rivière Madoukou. C'est une impressionnante détonation qui a alerté le voisinage. Le soudeur, mort sur le champ, a été propulsé à près de 3 mètres pendant que le pneu, lui, est allé à près de 10 mètres, raconte ce témoin. J'étais en train de balayer la cour et subitement j'étais sorti. Quand je suis sorti, j'ai entendu une explosion. J'avais cru que c'était une bouteille de gaz, alors que c'était juste un pinet. Bon, ça a heurté une personne et la personne en question, ça l'a balancé au moins de plus de 3 ou 4 mètres. Bon, il s'est fendu la figure. Subitement, le pinet a fait une hauteur au moins de plus de 10 à 11 mètres. Quand ça a descendu, maintenant, l'autre qu'on appelle, ça a bousillé la toiture de l'atelier et ça a descendu en bas. Maintenant, subitement, j'ai crié, Allah Akbar, qu'est-ce qu'il est là, il est là, et j'ai crié. Oh mon Dieu, j'ai eu quelque chose. Je suis rapidement rentré dans la maison et j'ai pris un tissu. Le tissu là en question c'était l'autre qu'on appelle une couverture. Je suis allé, dès que je l'ai vu, je savais que non, il n'avait pas survécu. Et subitement je l'ai couvert avec ça. Le soudeur mort a été conduit à la morgue à l'aide d'un corbillard, comme quoi dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais plutôt une grâce, précise les chrétiens. Et puis ce véritable tournant dans l'histoire du handball congolais pour leur 6e participation à une Coupe du Monde. Les Diables Rouges ont décroché leur ticket pour le tour principal. Le Congo, seule nation africaine qualifiée au 2e tour de cette compétition. Toutes les précisions avec Donald de Gouma. Malgré le moral quelque peu sapé en raison des tumultes liés
au versement des primes. C'est en véritable commando que les Diables Rouges Dames ont obtenu leur qualification pour le tour principal de ce mondial en battant les Aiglones du Carthage de la Tunisie par 33-24. Après leurs 2 premières sorties ratées face à la Corée et face au Danemark, il était temps pour les Pouliches de Younes Tatbi de prendre leur revanche sur cette même équipe de la Tunisie qui les a battus lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé au Cameroun par 22-17. Un exploit qui a été salué ici par le sélectionneur Younes Tatbi et par la capitaine Diane Yimba. Les 2 premiers matchs, on a fait beaucoup de rotation pour cacher notre jeu parce que l'équipe tunisienne, ils nous connaissent très très bien. Une belle équipe tunisienne que je les félicite par rapport au travail qu'ils sont en train de faire avec une jeune équipe. On les a bien décortiqués hier, on les a bien analysés par rapport à tous leurs points faibles et tous leurs points forts. Je remercie mes joueuses qui étaient vraiment concentrées, ils ont vraiment suivi les consignes et j'aimerais bien remercier mes joueuses et aussi souhaiter hard luck à l'équipe tunisienne qui est vraiment en évolution. Alors c'est un sentiment de fierté par rapport au travail que nous avons commencé, que nous avons abattu depuis le mois de mars. Nous avons eu des hauts et des bas dans la préparation, ça n'a jamais été facile. Mais nous n'avons pas lâché, nous avons tenu bon et voilà, je tiens également à remercier l'équipe tunisienne parce que c'est une très très belle formation. Étant donné que nous nous sommes rencontrés à la CAN il y a 7 à 8 mois je crois et du coup c'était un petit peu comme un match retour si je peux employer le terme. Mais cette qualification historique ne doit pas faire oublier les autres aspects considérés comme stimulants à une compétition, à savoir la prime. Selon certaines sources, après tapage médiatique, les Diables Rouges, notamment la diaspora, n'a reçu que la prime de participation et pour les joueuses locales, celle-ci serait versée au pays, nous a-t-on dit. Mais, par solidarité, les joueuses de la diaspora n'ont pas voulu toucher à cette prime, simplement pour éviter des frustrations dans le groupe. Idem pour le staff technique. Ici aussi, seul le sélectionneur a reçu sa prime de participation et le reste du staff, le rendez-vous est pris à Brazzaville. Maintenant qu'elle vient de rentrer pour la première fois dans l'histoire en expédiant le Congo au-delà du tour préliminaire d'une Coupe du Monde, le reste des primes serait versé normalement sans aucune forme de condition. Quant aux officiels présents en Espagne, notamment le représentant du département des sports, Fantôme, il nous a été fait savoir qu'aucune visite n'a été effectuée à l'hôtel des joueuses, néanmoins pour les encourager, comme d'ailleurs sait le faire le ministre des Sports lui-même. Ces officiels qui ne croyaient pas aux chances des Diables Rouges sont confus avec cette brillante victoire face à la Tunisie. Autre inquiétude, le manque d'assurance médicale pour les joueuses de la diaspora. Et Joséphine Nkou, qui devrait subir une intervention chirurgicale, est en danger pour la suite de sa carrière. Le cas du footballeur Francis Samba, blessé avec les Diables Rouges en 1987, reste encore en mémoire. Autant on fait la qualification, autant on doit s'inquiéter de cette situation qui n'honore pas le pays. On croise donc les doigts et on attend la suite. Au tour principal qui démarre déjà ce mercredi, le Congo en découdra avec l'Allemagne. Coup d'envoi 15h30. Prochaine sortie de ce deuxième tour, vendredi 10 décembre à 15h30, le Congo sera face à la Hongrie. Et dernière sortie, dimanche 12 décembre à 20h, le Congo recevra la République tchèque. Les conseils et les consignes du staff technique de Elles étaient bien parties, mais malheureusement, les Diables Rouges Dames ont été éliminés par l'Allemagne. Mais un autre match est prévu ce dimanche à 20h. Bientôt les fêtes de fin d'année, mais dans certains marchés de la capitale de Brazzaville, les jouets qui amusent bien les enfants le 25 décembre ne sont pas encore en quantité industrielle. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Irma Okonzio. Ils sont de moins en moins visibles dans certaines artères de la ville et même dans les différents marchés de la capitale. De par sa couleur, sa texture et le son qu'il produit, le jouet permet à l'enfant d'apprendre, d'appréhender le monde qui l'entoure et même de stimuler son imagination.
Ces petits objets contribuent aussi à l'éveil et au développement du tout petit. Le 25 décembre approche, les vendeurs et vendeuses s'activent à présenter au public de la nouveauté. C'est le cas ici de Léa qui a mis sur ses étals les tablettes avec puces, des rollers à 3 roues, des piscines gonflables, des poupées et bien d'autres accessoires. Ce, malgré les difficultés rencontrées dans l'acheminement de sa marchandise. Les prix ont galopé, mais sérieusement, la douane aussi ne nous a pas fait cadeau. Mais on essaie un peu d'ajuster par rapport aux clients parce que nous non plus, on ne peut pas trop augmenter les prix. Mais on essaie de retrouver la marge. On a beaucoup de variétés. Donc ce que nous présentons, sur toute l'année, on est presque sur la même chose. Mais cette année, on a essayé un peu d'améliorer la qualité de nos jouets. Bien que le marché est encore timide, certains parents prévoyants s'empressent déjà. Vu que le fête approche, je viens chercher quelques jouets pour les enfants. Il y a une petite augmentation. Mais dans l'ensemble, nous pouvons dire que c'est quand même bon, c'est passable. Vu qu'on avance déjà, je crois qu'il nous reste à peu près 2 semaines et demie. Nous devons déjà prévoir. Sinon, ça sera difficile. Si nous venons vers le 24, le 23, il y aura une grande saturation, un manque, donc on ne saura pas faire les achats correctement. À l'occasion, Léa lance un appel à l'endroit des parents qui n'ont pas assez de moyens financiers pour acheter à crédit. On a la possibilité de prendre les avances pour faciliter les parents. Donc ils viennent, ils accomptent, et puis après au fur et à mesure ils viennent payer petit à petit, et à la fin ils viendront récupérer et chacun trouvera son compte. Précisons que malgré la présence de la Covid-19, les fabricants ont produit des jouets cette année en fonction des dessins animés que les enfants suivent à la télévision, nous a-t-on révélé. Et puis ce sujet du baobab de plus de 100 ans qui est tombé en Pila, non loin du port de Yoro dans le 6e arrondissement de Talangai, qui a occasionné un mort et plusieurs dégâts matériels ont été également signalés. Suivez ce reportage de Bienvenue Pungi, Evra Tikasumba et Michael Massamba. Nous sommes précisément au numéro 11 bis de la rue Mungolo, à proximité du port de Yoro en Pila, dans le 6e arrondissement Talangai, où un gros baobab de plus de 100 ans s'est écroulé hier mardi, aux environs de 22 h sur la toiture de près de 5 parcelles voisines. Sur le lieu, le bilan est lourd, puisque cet accident a causé la mort d'une femme de 40 ans. Ces 4 enfants gravement blessés sont admis au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. On entendait un grand bruit. C'est comme si un vol était en train d'atterrir sur un arbre. Et du coup, c'est l'arbre qui s'est effondré sur notre maison, dans notre parcelle, tout est cassé. Et on a subi une perte en vie humaine. Et la parcelle des voisins aussi a eu un problème où une dame avait des traumatismes, comme on dit, crâniens. On est tous surpris parce qu'il n'y avait pas ni vent ni pluie. Au regard de ces dégâts énormes, quelques victimes sont inconsolables. Lors de notre constat, quelques autorités civiles et militaires que nous avons surprises sur les lieux sollicitent pour nous donner un coup de main, assister les malades, les blessés qui sont à l'hôpital. Nous interpellons les services publics de nous venir en aide. Comment de nous venir en aide? Parce que c'est la détresse ici. Notons que la chute de cet arbre, dont on ignore la cause, serait certainement due à son âge. On va à présent vous parler de l'histoire de la stèle de Pierre Savorgnon de Brazza. L'explorateur italien Pierre Savorgnon de Brazza avait foulé le sol d'Okoyo où s'effectuait l'échange entre les peuples de Baforo et ceux d'Okoyo, ce qui lui a valu donc l'érection d'une stèle débaptisée stèle de Pierre Savorgnon de Brazza. Mais cette stèle est dans un état d'insalubrité très avancé. Pourtant, les lieux pouvaient être un site touristique valorisant pour le pays. Charvin Mabiala et Bien-Nommé Condé étaient présents à Okoyo et ils ont fait ce constat. Surplombant la majestueuse rivière Alima, la stèle Pierre Savorgnon de Brazza, un lieu qui mériterait qu'on y prête attention, est dans un état d'abandon total.
Cette stèle, qui a pour voisin des arbustes et des herbes, pourquoi pas des reptiles, est le signe palpable que l'explorateur italien était de passage dans cette localité. En ce lieu symbolique où s'effectuait le troc entre les habitants des Bafourou qui provenaient de Moussaka et ceux de Koyo. Chaque 15 heures du mois, on appelle au coin, où on faisait le troc là, les habitants de la zone au Koyo jusqu'à Osiga venaient vendre les noix de palme, les raffias, les feuilles de bananier, de Koyo jusqu'à Obéré, de Koyo jusqu'à Mvagi. C'était un grand jour, une grande fête. Il y avait des tam-tams, les gens dansaient jusqu'à 18h ou 19h, après la commercialisation des noix de palme, par le blanc. Le blanc s'appelait au Kwangi Tézi, on l'appelait Tézi. Aujourd'hui, comme le blanc est parti, bon, on ne vend plus les amandes, on ne vend plus les raffias, voilà pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui. Ce site est également un lieu où s'organisent toutes les manifestations traditionnelles des habitants d'Okoyo. Au lieu que ça soit construit, parce que entre les Kéti et puis Okoyo, les deux, ici il y avait l'administrateur qui vendait les amandes. Donc on achetait pour aller vers l'Amérique pour transformer, pour que ça soit en huile. Alors c'est là où, après ça, à l'Eketi, première mission catholique du Nord, alors c'est là où ils se disputaient le poste administratif. Maintenant, comme ici c'était un blanc, là-bas aussi c'était un blanc. Alors là-bas c'était l'église, ici il y avait l'argent. Mais là-bas, à l'église, il n'y a pas d'argent. C'est à cause de ça que finalement, vous verrez quelque part, on a porté un nom sur une avenue, Luingeneni, qui fut donc premier député de Koyo, alors qui a finalement convaincu et a eu à gagner donc le poste administratif en 1962 et en 1962 donc érigé en district, et l'Eketi est resté. C'est à cause de ça que eux ils sont restés comme on entendait, mais avec beaucoup de palabres jusqu'à nos jours. Sinon la stèle fait montre aux passants, aux visiteurs que Brazza est finalement passé par là. Le souhait serait qu'on y jette un regard particulier. Ceux que l'on envoie, deux fois ils ne font pas ce travail. Il y a l'administrateur maire, il y a le district de Koyo, ce n'est plus le district de Koyo, c'est maintenant une communauté urbaine, dirigée par une maire. Alors, maintenant cette maire, si elle ne fait pas son travail, mais c'est à l'État, c'est à nous tous de voir, de juger. Mais sinon, en principe, ça serait un site touristique, même international. Comme quoi, un peuple sans histoire est un peuple mort. Le couple présidentiel a pris part la semaine passée aux obsèques d'un grand homme politique du Congo, Justin Lekunzu, décédé à l'âge de 79 ans. Le 25 novembre dernier a été inhumé mercredi dernier à Mbunji. Voyez ce reportage. Il n'y a pour l'homme que 3 événements, la naissance, la vie et la mort. Justin Lekunzu Iti Osetumba, éminente personnalité de la République et au cadre du Parti congolais du travail PCT, n'a pas dérogé à la règle. Décédé le 25 novembre dernier, c'est ce mardi que la République reconnaissante lui a rendu hommage au cours d'une cérémonie rehaussée de la présence du chef de l'État qui avait à ses côtés son épouse Antoinette Sassou Nguesso. Dans son oraison funèbre, le directeur de cabinet du chef de l'État, Florent Tiba, a salué le courage qui a toujours caractérisé l'illustre disparu. Justin Lekunzu Iti Osetumba a toujours su s'associer au courage. Les critiques de l'histoire contemporaine de notre pays retiendront qu'en cette journée du 18 mars 1977, lorsque crépitent les armes à la résidence présidentielle du commandant Marien Ngouabi, dans l'enceinte du grand quartier général, Justin Lekunzu Iti Osetumba, instinctivement, sinon spontanément,
s'empresse de vous rejoindre, Monsieur le Président, à votre domicile de Mpila. Civil de son État, malgré la panique et la peur que suscitait cette situation inattendue, il vous accompagne sans hésitation à l'hôpital militaire où vous découvrez Marien Ngouabi inerte, le corps ensanglanté sur une civière au bloc chirurgical. Et là, devant l'évidence la plus dépouillée, vous avez compris que Marien Ngouabi n'était plus. Il ne restait plus que les larmes pour creuser les joues devant l'impuissance de renverser un sort aussi terrifiant que dramatique. S'en est suivi le recueillement du couple présidentiel devant la dépouille de Justin Lekonzo et Thio Setumba. Au couple présidentiel, après l'exécution de l'hymne national, d'essuyer les larmes de ses parents, Justin Lekonzo et Thio Setumba a quitté la grande salle du Palais des Congrès dans une ambiance particulièrement pleine d'émotion. C'est dans ce corbillard qu'il a été conduit à l'aéroport international Maya Maya, direction son Bunji natal, où Justin Lekonzo et Thio Setumba sera inhumé ce mercredi. Les populations du quartier 16 du premier arrondissement Mouananto, riveraines du collecteur créé lors de la municipalisation accélérée de la Bouenza, de nouveau inquiètes suite aux pluies récurrentes qui s'abattent dans la ville du sucre. Quelle solution pour sauver ces citoyens qui ont consenti d'énormes sacrifices pour construire leurs maisons et qui doivent les abandonner de peur de noyade? Élément de réponse dans ce reportage signé Denis Padisson. Les populations du CQ16 quartier capable, arrondissement 1 Mouananto en Kaï, riveraines du collecteur créé lors de la municipalisation accélérée du département de la Bouenza, avaient les pieds dans l'eau le 5 février dernier, suite au trompe-plein d'eau de pluie. Avec l'arrivée des pluies abondantes ces derniers jours, les cœurs palpitent de nouveau. Les prévoyants prennent déjà des dispositions. Dès que nous arrivons au mois d'octobre, le cœur bat déjà, tout ça, tous les cœurs ici là battent. Maintenant là, quand il y a des nuages noirs quelque part, on se sent déjà malade. On ne dort pas bien, on a l'insomnie, il y a la tension qui monte, donc vraiment c'est dur ici. Surtout que maintenant là, il pleut beaucoup. Déjà là, on a déjà libéré les maisons. Donc vraiment, nous pour revenir encore ici là, c'est pendant la saison chasse. Pendant la saison de pluie, vraiment il faut libérer les maisons. Pour Jean-Claude Bamingina, administrateur maire de l'arrondissement 1 Mouananto, des solutions idoines doivent être trouvées pour que ces populations ne se sentent pas abandonnées. Cette situation qui réellement nous préoccupe, parce que c'est la vie des populations. La capacité de ce collecteur ne tient plus. Et voilà les conséquences. Bon, maintenant, pour la solution, oui, c'est vrai. Le projet de l'Union européenne est en cours d'étude, oui. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et le projet peut être reporté ou peut glisser, je voudrais dire. Donc, localement, nous devons, n'est-ce pas, envisager une solution un peu durable. Laquelle? À l'époque de Suco, il y avait un canal qui évacuait les eaux usées de l'usine. Et le canal là, si on peut ressusciter cela, il peut servir, ce canal peut servir pour évacuer les trop-pleins. Donc la solution c'est celle-là, c'est créer un canal qui peut dégager ces eaux-là
Au lieu qu'on les stocke ici, ça va se jeter dans la Difouba. Le gouvernement de la République avait volé au secours en octobre dernier aux sinistrés du 5 février 2021, en distribuant quelques kits. Serait-ce un éternel recommencement pour ces populations? Le répit, c'est lorsque l'eau de ce collecteur sera dégagée. Et pour cela, tous les regards sont tournés vers la mise en route effective du projet d'assainissement de l'Union européenne. La lutte contre la corruption au niveau national et international continue d'être un sujet d'une grande importance pour l'ONU et ses États membres. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption, quelques citoyens interviewés ont réagi. Ces derniers pensent qu'il y a encore beaucoup à faire au Congo pour éradiquer ce fléau. Écoutez. Instituée le 31 octobre 2003 par les Nations Unies, la journée internationale de lutte contre la corruption est observée le 9 décembre de chaque année. Placée sur le thème « Votre droit, votre défi, dites non à la corruption », cette journée met l'accent sur la responsabilité de tout un chacun de faire face à ces fléaux. Au Congo, en dépit des efforts consentis par le gouvernement de lutter contre la corruption, nombreux sont ceux qui estiment qu'il faut encore des mesures fortes à travers des institutions de justice et des droits de l'homme. Éradiquer la corruption dans notre pays, de manière particulière, c'est très difficile. Parce que avant on parlait de la gabegie financière qui reste impunie jusqu'à nos jours. Et donc dire qu'il faut éradiquer le fléau de la corruption là au Congo, c'est vraiment de la mer à boire. C'est pas facile. Sachant que la corruption compromet le développement humain et pèse lourdement sur le progrès d'un pays, y compris sur la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, Cadet, lui, on appelle à une grande sensibilisation sur ce fléau pour une véritable prise de conscience. Nous sommes dans un système où la corruption domine. Voyons même dans les administrations. Aujourd'hui au Congo, quand nous prenons le cas de la fonction publique, aujourd'hui vous ne pouvez pas postuler à la fonction publique et suivre la logique. Non, le dossier ne va jamais aboutir. Il faut toujours corrompre. Donc cela veut dire que la corruption domine. Et pour moi, je pense que ça prend de l'ampleur. Au fil de temps, ça a fait qu'augmenter. Donc je pense que nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir. Alors que le gouvernement a amorcé la phase de déclaration des biens des hauts fonctionnaires de l'État, cela ne rassure pas certains compatriotes. Et pourtant, c'est un premier pas dans la lutte contre la corruption. Vraiment, nous avons la conviction et l'assurance que ça pourra marcher. Parce que la corruption a tellement trop débordé dans notre pays. Mais comme le gouvernement a pris la main sur ça, nous sommes sûrs que ça va aller. L'initiative est bonne, mais la démarche a été faussée parce que nous avons constaté qu'il n'y a pas la clarté. Justement, il y a les membres du gouvernement qui déclarent leurs biens, mais ils le font de façon écrite. Alors que nous, les Congolais, plus précisément ceux qui sont au fin fond du pays, ne connaissent pas cette réalité. Comment est-ce que ces gens-là devaient procéder? Dire ouvertement à la télé que monsieur un tel ministre, voilà, j'ai par exemple 5 maisons, dont 2 à Pont-Noir dans tel quartier, 3 à Brazzaville, ainsi de suite. Mais ils viennent déposer les choses de manière écrite. Nous, on trouve qu'il n'y a pas la clarté. Même son de cloche du côté du Centre d'action pour le développement, dirigé par Trésor Ndila, qui dit que la déclaration des biens ne suffit pas à éradiquer ce phénomène. Combien de procédures ont été engagées? Combien de contentieux ont été engagés concernant les hauts dirigeants? À ma connaissance, aucun contentieux. Parce que si contentieux il y a, il faut saisir la justice. Mais par contre, on peut se dire que s'il y a de la volonté, si on peut faire appliquer les textes, on peut bien lutter contre ce fléau. Mais prendre le risque de lutter contre la corruption, c'est s'attaquer à des personnalités qui sont hautement placées. C'est très compliqué. Quoi qu'il en dise, la lutte contre la corruption reste l'une des priorités du gouvernement à travers la haute autorité de lutte contre la corruption.
Le district d'Okoyo, dans la cuvette ouest, est dans le noir depuis belle lurette. On aperçoit des installations électriques, mais qui ne servent que de décor, car elles ne sont jamais alimentées à ce jour. Charvin Mabiala et bien-aimé Kondi. À Okoyo, avoir du matériel électroménager ne sert à rien pour les moins nantis, pour cause du manque total d'électricité, ce depuis belle lurette. Ceux qui en possèdent ont trouvé des solutions idoines pour pallier cette situation. Des panneaux solaires ou des groupes électrogènes. Cette quiétude observée en journée laisse place la nuit tombée à un concert de groupes électrogènes. Mais à quoi est-ce dû? Tout ce qu'on nous avait donné, doté de tous les groupes, un groupe électrogène, tout était là. Le carburant, tout. Malheureusement, il y a eu, qu'est-ce qu'on peut dire, des voleurs. Ils sont venus, ils ont volé le carburant et ils ont volé le matériel. Bon, ils étaient arrêtés, ils étaient en prison à Ewe. Maintenant, à partir de là, on ne peut plus alimenter tous ces câbles. Une situation devenue intolérable pour la population qui n'a pas hésité à manifester son indignation. De mettre de l'électricité, puis de l'eau et arranger les conditions à l'hôpital. C'est vers Bundi que ça s'est arrêté. On attend seulement 18 heures pour aller charger le téléphone au marché. Le souci majeur que nous avions ici à Okoyo, c'est surtout le courant. Il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'électricité. Nous ne savions pas ce qui se passe. Parce qu'il y a les installations, mais jusque-là, le courant ne vient pas. Alors que le courant ici est à peine à 72 km là à Bunji. Mais jusque-là, ça ne vient pas. Donc ça, c'est un programme du gouvernement. Bon, je ne peux pas savoir pourquoi. Ici, les gens se servent de lampes torches ou même de téléphones pour affronter la pénombre à leur risque et péril, puisque les reptiles ne sont pas loin. L'on peut constater à travers le village des installations électriques, mais qui ne servent que de décor, un trompe-l'œil en journée qui ne bénéficie pas à la population d'Okoyo. Et puis cet effroyable accident de circulation occasionné par un véhicule semi-remorque qui serait en perte de vitesse et a terminé sa course sur le trottoir. Un mort, c'est le bilan enregistré. L'événement s'est déroulé sur l'avenue Jeanne Vial. Explication de Charvin Mabiala. Émotion, consternation, ici au croisement des avenues Jeanne Vial et Bouetambongo, non loin de la station-service X-Oil, où Ndombe, un vendeur ambulant de pain, a trouvé la mort. Ce dernier a été fauché par ce véhicule poids lourd de livraison de boissons lorsqu'il s'apprêtait à traverser l'avenue des Trois Martyrs. Ce sujet de la RDC d'une trentaine d'années se ravitaillait à la boulangerie de l'autre côté du goudron. Selon les avis recueillis sur place, ce seraient les freins de cette semi-remorque qui auraient lâché. Il était à vive allure quand il venait. Et je crois bien au moment où il voulait, disons, arrêter ces freins-là, ça ne tenait plus. Les semi-remorques ne doivent pas circuler pendant la journée. Il y a une heure exacte auquel les semi-remorques peuvent circuler. Donc disons de 4 heures, je sais pas, de 22 heures jusqu'à 5 heures, bien soit 4 heures du matin. Mais les semi-remorques, on remarque cela ici au Congo-Brazzaville. Et ça cause des accidents. C'est comme tout à l'heure ce qui vient de se passer. Ça a pris la vie d'un pauvre innocent, un vendeur ambulant qui cherchait sa vie. Il est parti comme ça. C'est au bout de 4 heures que les agents de la sécurité civile sont venus à bout de cette extraction de la partie inférieure du corps sans vie de la victime. Une habitante crie son indignation face à ceci. Et là, nous avons vu donc de 12 heures jusqu'à 7 heures, ça fait même pas 30 minutes de cela qu'on a enlevé le corps de là. Alors moi, ici, j'appelle ça de l'incompétence. Déjà de 12 heures jusqu'à 7 heures, si je crois, il est presque 16 heures, le corps était sous le véhicule. Pourquoi? Ça, en tout cas, c'est de l'incompétence. Il est à noter qu'une femme et son enfant ont été également percutés et conduits à l'hôpital. Le chauffeur, quant à lui, est présentement entre les mains de la police, précisément au commissariat de Mampassi. Célébration de la journée
des droits de l'homme le 10 décembre dernier au cours d'une conférence de presse animée vendredi à Brazzaville par le directeur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Ce dernier a dénoncé quelques atteintes qui vont à l'encontre de ces droits de l'homme au Congo. Les détails et toutes les précisions dans ce reportage. Les droits des citoyens ne sont pas respectés. Et donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, même si on la chante et on la célèbre, on l'a incorporée dans notre Constitution, elle reste toujours non appliquée complètement dans notre pays. Tristesse, déception, voici l'image que les activistes congolais de la société civile ont présentée ce 10 décembre à l'occasion de la célébration de la journée des droits de l'homme. Au cours d'une conférence de presse donnée à Brazzaville, le nouveau directeur de l'OCDH, Georges Nguila, a dénoncé pas mal de choses. Georges Nguila va jusqu'à faire une illustration. Ces images obtenues auprès de l'OCDH montrent des personnes qui seraient victimes des droits de l'homme. La plus récente, l'affaire des décès au commissariat central, qui a d'ailleurs occasionné une descente urgente du procureur de la République dans les commissariats de Brazzaville. C'est politique, hein. Il ne faudrait pas qu'on masque la vérité. On ne devrait pas masquer la vérité. La vérité est qu'il y a surpopulation carcérale parce que cette déclaration du procureur est en contradiction avec la déclaration du ministre porte-parole du gouvernement qui avait reconnu qu'il y a surpopulation carcérale. Et comment est-ce que lui, de son côté, il peut venir avancer que tout est nickel là-bas? De son côté, l'OCDH dit aussi avoir saisi les dossiers de certaines victimes en situation de détresse. Mais le plus dur, c'est la lenteur dans le processus. Plusieurs dossiers malheureusement sont restés classés au parquet. A-t-il dit, la réalité congolaise est celle du non-respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous documentons les cas et nous menons des actions de plaidoyer. Nous accompagnons les victimes afin que la justice soit rendue. Mais souvent, on s'aperçoit qu'il y a comme une complicité entre l'administration et la force publique. Nous avons des dossiers à Pointe-Noire qui datent depuis 2016. Mais depuis que ces dossiers ont été déposés, certains ont trouvé des voies de résolution, mais d'autres sont encore enfouis ou peut-être classés. Pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, 73 ans après, les principes énoncés dans cette simple déclaration demeurent la clé de la réalisation de tous les droits humains. Ceci est un extrait de son message cette année 2021. Le relèvement après la pandémie doit être l'occasion de renforcer les droits humains et les libertés afin de rétablir la confiance dans la justice et l'impartialité des lois et des institutions. La certitude qu'une vie dans la dignité est possible. L'ONU défend les droits de chaque membre de notre famille humaine. Aujourd'hui et tous les jours, nous continuerons à œuvrer pour la justice, l'égalité, la dignité et les droits humains pour toutes et tous. La Déclaration universelle des droits de l'homme, validée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 1950, protège les êtres humains contre la discrimination. Avec 30 articles, ce document dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Personne ne doit ainsi être traité différemment en raison de sa race, sa couleur de peau, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, ou encore sa fortune. » Dans la suite de ce journal, la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 s'est réunie vendredi dernier par visioconférence. Plusieurs propositions ont été faites au cours de cette réunion, notamment la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Les questions de couvre-feu et les cérémonies de mariage ont été également revues. Les autres détails avec Giscard Mongo. Pour les amoureux, c'est fait. Ils peuvent encore se frotter les mains. La mesure interdisant les mariages a été levée. Les mariages civils, coutumiers, religieux ainsi que les dots sont de nouveau autorisés sur l'ensemble du territoire national
dans le respect bien entendu des mesures barrières. Et pour ceux qui envisageaient mieux passer la fête de la Saint-Sylvestre, ils sont servis. La fête de Noël et de la Nativité, qui se déroulera dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 décembre 2021, ne connaîtra pas de couvre-feu. Le couvre-feu sera de nouveau en vigueur le samedi 25 décembre 2021 à partir de 23 h. De même, le réveillon de la Saint-Sylvestre se fera sans couvre-feu, dans les mêmes conditions que pour le réveillon de Noël. Les Brazzavillois et les Ponténégrins peuvent eux aussi souffler. Le couvre-feu, qui était fixé de 20 h à 5 h du matin pour les week-ends et jours fériés, à Brazzaville et à Pointe-Noire, sera désormais fixé de 23 h à 5 h du matin, comme pour les autres jours de la semaine. La coordination nationale ne s'est pas arrêtée là. Les promenades en groupe sur les voies et espaces publics sous condition du port des masques sont désormais autorisées. Les marchés d'Omagno passent de 5 à 6 jours ouverts pour vendre. Cette réunion de la coordination nationale de gestion de la pandémie de Covid-19 a aussi proposé de renforcer certaines mesures, dont l'obligation pour tous les agents et usagers de produire leur passe sanitaire pour accéder dans les services administratifs, mesure qui sera rigoureusement appliquée. Et pour la 31e fois, cette réunion a proposé la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le Conseil des ministres, qui s'est réuni après, a acté cette proposition. Proposition qui courra, une fois adoptée par le Parlement, du 12 au 31 décembre 2021. C'est la fin de ce journal magazine. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans ce kiosque à journaux. Mesdames, Messieurs, c'est l'hebdomadaire Vision d'aujourd'hui qui ouvre cette revue de presse avec ce titre « Eucharistie, broie du noir, le peuple avec ». Selon ce journal, l'heure de grâce semble terminée pour Énergie électrique du Congo, dont on peine à démêler l'incapacité de l'incompétence quant à fournir décemment Brazzaville et Pointe-Noire en électricité. Vision d'aujourd'hui poursuit et relate qu'à force de coupures plombant l'activité économique du pays et prenant son peuple en otage et caressé, n'aura pas su faire mieux qu'exaspérer au plus haut point son aimable clientèle à laquelle aura tenu de promesses pouvant paraître illusoires depuis sa création en août 2018 en une clientèle aujourd'hui survoltée. Cet hebdo signale que selon plusieurs médias, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique Honoré Saï n'aurait pas dans une déclaration récente mâché ce mot, enregistré plus de 270 incidents dont 50 coupures générale et des pertes globales de 40% pour la période allant de janvier à novembre est vraiment une contre-performance, aurait-il déclaré. Vision d'aujourd'hui, toujours dans ce même article, rapporte que tapant du poing, le ministre aurait également pointé du doigt les ingénieurs et cadres de caresser en disant, je cite, « Si vous êtes incapables à vos différents postes de responsabilité, dites-le pour que l'on fasse rapidement les changements qu'il convient. » Fin de citation. Entre-temps, Eucarissé est sorti de son silence assourdissant et justifiant les blackouts à répétition par un déficit de production d'énergie consécutif à des pannes intervenues dans le système électrique national, sans toutefois préciser la durée nécessaire quant à la reprise normale du service programmé dès la fin des travaux. Les vendeurs de bougies s'en frottent déjà les mains, s'exclame la consoeur.
Énergie toujours, cette fois-ci avec la semaine africaine qui est revenue sur l'accord des deux chefs d'État des deux Congos à Brazzaville le 6 décembre dernier. Le billet hebdomadaire écrit à sa une, les deux Congos engagent leur collaboration énergétique. Chrissy Machona, la République du Congo et la République démocratique du Congo ont signé le 6 décembre dernier à Brazzaville un accord bipartite sur la collaboration énergétique. La semaine africaine indique que peu avant la signature de cet accord par les ministres Bruno Jean-Richard Itoa des hydrocarbures et Olivier Mouenze Moukaleng des ressources énergétiques et de l'électricité, les deux chefs d'État, Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont signé une déclaration conjointe en présence des premiers ministres Anatole Koliné Makosso et Jean-Michel Sama Lukonde, du représentant du prince héritier des Émirats Arabes Unis et du secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale. Selon le Bi-Hebdo, dans la déclaration conjointe signée par les deux chefs d'État, ils réitèrent leur volonté et leur engagement à réaliser ce projet, notamment par la signature de l'accord de coopération bipartite. Ils demandent à leurs gouvernements respectifs de tout mettre en œuvre à cet effet dans les meilleurs délais et invitent les pays de la sous-région à se joindre à leurs efforts pour l'intégration en matière énergétique. On va passer au journal Polélé qui écrit « Les forestiers congolais brimés pour magouille, vol et tripatouillage des wagons au chemin de fer Congo-Océan ». D'après les investigations de ce journal, on constate que la comptabilité au sein du chemin de fer Congo-Océan fonctionne à double vitesse, c'est-à-dire deux comptabilités distinctes à travers deux caisses, dont l'une revient au CFCO et une autre à la compagnie leader construction gérée par Tarek au nom d'une réparation des wagons signée entre les deux structures qui lui donnent mandat de faire transporter ces marchandises en cas de besoin et non de les gérer. Polélé rapporte qu'à la surprise générale des usagers du chemin de fer Congo-Océan, M. Tarek, de nationalité libanaise, vend maintenant les wagons et fait les encaissements par le biais de sa structure, en mettant ainsi en difficulté les forestiers nationaux qui ne savent plus à quel sein se vouer, sinon pleurer de leur propre sort. Le confrère affirme que l'enquête qui est en cours déterminera dans les prochaines publications les documents comptables de M. Tarek. On dit donc affaire à suivre. Téléphonie mobile, les opérateurs s'engagent à desservir les ondes blanches, rapportent les dépêches de Brazzaville dans sa parution du 9 décembre dernier. Les opérateurs de téléphonie mobile RTL Congo, MTN Congo ont signé le 9 décembre dernier un protocole d'accord relatif aux conditions de couverture en réseau de télécommunications sur les routes nationales numéro 1 et 2. Selon le quotidien, les opérateurs s'engagent à corriger les faiblesses relevées par l'Agence de régulation des postes et communications électroniques dans son rapport sur la qualité de service concernant la couverture de certaines localités non desservies par la téléphonie mobile. Du sport dans cette revue de presse avant de terminer. Coupe du monde de handball. Le Congo, seule nation africaine qui s'est qualifiée au second tour. C'était lundi dernier et le quotidien n'est pas passé à côté de cette Congolaise. Oui, de cette joueur congolaise. En fait, les dépêches de Brazzaville, dans leur publication de mercredi, signalent qu'après 2 défaites concédées face à la Corée du Sud et le Danemark, les Diables Rouges dames de handball se sont qualifiés le 6 décembre au deuxième tour de la Coupe du Monde à la suite de leur victoire 33-24 sur la sélection tunisienne lors de la 3e journée de phase de poule. Courageuse, déterminée et combative malgré l'absence de Joséphine Nkou, blessée. Le quotidien relate que les poulines de Younes Tatbi ont puisé au fond de leur potentiel pour venir à bout des aigles de Carthage. Toute cette joie est exprimée sur cette photo qu'a publié donc les dépêches de Brazzaville. Merci Évrard pour cette lecture des journaux. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.